Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez à 20h30 à la télévision via vos box. Vous nous retrouvez également en replay tous les jours, bien sûr, sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, les investisseurs qui démarrent cette semaine en digérant une série de deals sur le front géopolitique, sur le front commercial qui ont été menés ces dernières heures et ces derniers jours. Le deal commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni, les prémices d'un grand deal commercial à confirmer et à valider entre les États-Unis et la Chine. Et puis sur le front géopolitique, les choses se sont calmées ce week-end entre l'Inde et le Pakistan sous la pression américaine. Et puis on verra ce qu'il en est d'une possible rencontre cette semaine entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, potentiellement ce jeudi, avec là aussi une insistance marquée de l'administration américaine pour que cette rencontre puisse avoir lieu. Une détente donc géopolitique et commerciale qui est le bienvenu. Après le pic de la menace tarifaire, nous entrons dans la séquence des accords commerciaux et le marché salue effectivement ces avancées avec un bond significatif des actifs risqués. Les indices actions en Europe gagnent autour de 2%. On prend même plus de 3% sur les indices actions américains en ce début de séance à Wall Street. Pauline Gratel vous apportera tous les détails de cette séance en cours dans un instant, au démarrage d'une semaine qui sera marquée par quelques chiffres macroéconomiques et la poursuite de la saison de publication de résultats. Sur la partie macro, les investisseurs auront l'occasion d'en savoir un peu plus sur la dynamique d'inflation aux États-Unis pour le mois d'avril. Le rapport sera publié demain. Et puis les ventes au détail également, la consommation américaine sur le mois écoulé sera publiée cette semaine. Nous reviendrons sur ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant et également dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse comme chaque lundi qui sera notre quart d'heure américain et nous retrouverons dans notre dernier quart d'heure notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Nous entrons dans la séquence donc des accords commerciaux sur les droits de douane et une séquence qui est saluée aujourd'hui par les investisseurs. Oui, le premier accord a été signé jeudi dernier entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Par exemple, la taxe imposée sur les voitures anglaises importées sera réduite de 25 à 10% pour un quota de 100 000 voitures. Donald Trump a promis que cet accord serait le premier d'une longue série et la série s'est bel et bien poursuivie ce week-end en Suisse où les États-Unis et la Chine sont également parvenus à un accord sur les droits de douane. À compter du 14 mai et pour 90 jours, le tarif moyen va chuter de 115 points, ramenant les droits de douane américains de 145 à 30% et chinois de 125 à 10%. Bon, si les marchés avaient déjà commencé sans doute à anticiper en partie cette désescalade, la réalisation ou en tout cas la formalisation d'un début d'accord entre les États-Unis et la Chine est très bien reçue aujourd'hui. Oui, les marchés américains bondissent à l'ouverture de plus de 4% pour le Nasdaq et de près de 3% pour le S&P 500 tiré par les méga-caps américaines. Les 7 magnifiques bondissent de 5 à 10% à l'ouverture. Les secteurs liés à la consommation en profitent aussi largement, tout comme l'indice des petites capitalisations qui bondit de plus de 4% dans les premiers échanges. En Europe, l'Eurostoxx 50 bondit de 2% aujourd'hui. Le DAX inscrit un nouveau plus haut à l'ouverture et le MIB est au plus haut depuis un an après ses annonces. En France, le CAC 40 repasse largement le seuil des 7800 points et évolue en hausse de plus de 1,5%. Oui, effectivement. Et on voit une logique sectorielle assez forte se dessiner au cours de cette séance. Et certains secteurs en profitent plus que d'autres. Oui, tous les secteurs affectés par les droits de douane en bénéficient, le luxe, l'automobile ou encore les semi-conducteurs. En France, dans les fortes hausses, on trouve Stellantis qui bondit de 9% et Forvia de plus de 10%. Dans le secteur du luxe, LVMH grimpe de plus de 7,5% au cours de la séance, suivi de près par Kering en hausse de 7%. ST Microelectronics en profite avec un titre en hausse de plus de 7%. Enfin, ArcelorMittal grimpe également de plus de 6%. En revanche, on notera que le secteur de la défense, les valeurs du secteur de la défense sont en repli aujourd'hui avec l'idée d'un apaisement peut-être sur les fronts géopolitiques. Oui, Donald Trump a annoncé ce week-end un cessez-le-feu avec effet immédiat et total entre l'Inde et le Pakistan. Du côté du conflit en Ukraine, Volodymyr Zelensky s'est dit être prêt à rencontrer Vladimir Poutine en Turquie jeudi afin de mettre un terme à la guerre. Dans ce contexte, Thales cède 3% et Dassault Aviation plus de 5%. Ailleurs en Europe, Rheinmetall chute
chute de 5%. Et puis un autre secteur sur le devant de la scène, le secteur pharmaceutique. Donald Trump annonce la signature d'un décret pour réduire drastiquement les prix des médicaments sur ordonnance. Les valeurs pharmaceutiques accusent le coup. Sanofi cède plus de 1% aux États-Unis. Eli Lilly est en légère hausse et Johnson & Johnson évolue en léger repli. Merck ouvre tout de même en hausse de plus de 4%. Et puis un mot du marché obligataire et des équilibres qu'on peut observer en ce début de semaine après toutes ces annonces et notamment ces premiers accords commerciaux, Pauline. Le rendement américain à 10 ans grimpe d'environ 10 points de base et s'établit à 4,45%. Le rendement à 2 ans bondit aussi de 10 points de base à 4%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans poursuit sa remontée, évolue autour de 2,65%. Le rendement à 2 ans bondit également de plus de 10 points de base, au-delà de 1,90%. Côté britannique, le rendement à 10 ans qui s'était stabilisé en milieu de semaine dernière après avoir bondi, remonte à nouveau autour de 4,70%. Sur le marché des change, le dollar rebondit fortement. L'indice dollar repasse la barre des 100, ramenant l'euro-dollar autour de 1,11. Enfin, l'or, plutôt recherché en période d'incertitude, cède 3,5%. Un mot de ce qui attend les investisseurs demain sur les marchés, Pauline. La journée de demain sera rythmée par la publication de l'inflation américaine pour le mois d'avril. En Allemagne, l'indice ZOO sera publié au titre du mois de mai. Côté résultats, on prendra connaissance de ceux de Eiffage pour le premier trimestre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Adrien Dumas est à nos côtés, le directeur des investissements de Mandarine Gestion. Bonsoir Adrien. Bonsoir Yves. Axel Bott est avec nous également, le directeur de la stratégie de marché d'Ostrom Asset Management. Bonsoir Axel. Bonsoir Gérard. Et Florent Vabon qui nous accompagne également ce soir, économiste chez Ecofi. Bonsoir Florent. Bonsoir Grégoire. Merci messieurs d'être là, ravi de vous retrouver pour évoquer donc cette nouvelle séquence après la séquence de menaces tarifaires dont le pic a été atteint peut-être le jour du 8 avril en l'occurrence. On entre dans la séquence où des accords sont en train d'être formalisés ou à minima verbalisés par les administrations en charge, côté chinois, côté américain. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà des risques qui disparaissent avec la verbalisation de ces accords? Est-ce qu'il y a un certain nombre de risques extrêmes peut-être macroéconomiques qui disparaissent aujourd'hui, Florent? Alors, ça veut dire qu'effectivement, les droits de douane sont un petit peu moins élevés qu'auparavant, a priori. Pour l'instant, on est encore aux phases de négociation. Il y a eu un premier accord avec le Royaume-Uni, et il semblerait qu'il y en ait un bientôt avec la Chine. On est sur une pause aussi, donc ça écarte des droits de douane qui, jusqu'à présent, étaient évalués aux alentours de 25% à peu près. On les rabaisse, alors ça dépend des calculs que l'on peut faire, mais aux alentours de 13-14%. Donc, c'est-à-dire une facture un petit peu moins élevée. Ça, c'est le péage à l'entrée, le péage moyen Voilà. à l'entrée du marché américain. Mais ça veut dire aussi qu'on est quand même dans une situation où les droits de douane qui sont établis aujourd'hui sont quand même bien plus élevés qu'avant l'investiture de Donald Trump. Il ne faut pas l'oublier. Pour les marchés, vous l'avez dit, c'est une levée d'incertitude, en tout cas un tout petit peu plus de visibilité. Donc c'est favorablement accueilli. Mais pour l'économie américaine, ça veut quand même dire que dans les tuyaux, on en parlera peut-être, il y a potentiellement des hausses d'inflation à attendre. D'accord. Et donc, du pouvoir d'achat pour les ménages qui se réduit aussi. Donc le narratif de stagflation entretenu ces derniers temps, en tout cas le narratif d'avoir peut-être une remontée des prix, choc de prix relatif ou inflation, comment est-ce que vous l'appelez, Florent, couplé à un ralentissement naturel de l'économie américaine, ce schéma-là, il reste valable sur le plan macro, là. Ouais, en termes de terminologie, c'est vrai que j'aime pas trop stagflation. Mais... non, mais il y a cette idée. Alors, jusqu'à présent, il y avait cette idée que l'inflation allait monter d'un coup d'un seul. Ouais. On a plutôt... Que c'était une grosse marche à la hausse, quoi. On a l'impression qu'avec toutes les annonces qui ont été faites, les entreprises avaient... Enfin, c'est même pas on a l'impression, c'est on peut le percevoir d'ores et déjà, que les entreprises ont constitué des stocks, n'ont pas encore augmenté leur prix. Ouais. Typiquement, dans le dernier rapport d'inflation, pas celui qui sera publié demain, mais le précédent, on n'avait pas véritablement vu de hausse de prix massive sur tous les produits concernés, que ce soit les produits électroniques, les vêtements, etc. Donc on va décortiquer justement les chiffres à venir, mais on a quand même l'impression que ça ne va pas se faire d'un coup d'un seul, que ça va être un peu plus graduel. Mais qu'il y a quand même des hausses de prix dans les tuyaux. Ça, j'insiste là-dessus. Ouais. Et ça veut dire que potentiellement, il pourrait y avoir de mauvaises surprises sur l'inflation dans les mois à venir. Encore une fois, ce sera progressif, graduel. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, c'est quand même un choc de prix, appelons comme on veut, mais c'est un choc de prix quand même. Et après, s'agissant des ménages et des entreprises, pour le moment, ce qui apparaît dans les données, c'est que c'est le ressenti qui est très négatif. Dans les données réelles,
quand on mesure la consommation, ça ralentit. Mais j'ai envie de dire, on ne sait pas si c'est uniquement du fait des droits de douane ou si c'est naturel, entre guillemets, parce que le trimestre précédent, c'était très fort. Donc on n'en a pas encore véritablement les effets dans les chiffres réels. L'investissement, la consommation des ménages, on ne la voit pas encore flancher sous l'effet des droits de douane. Ouais. Donc il pourrait même y avoir un moment où le ressenti des ménages et des entreprises s'améliore et que dans le même temps, les données réelles, cette fois-ci celles qui sont mesurées dans les comptes nationaux, baissent. Ouais. Mais vous attendez quand même un choc, finalement, comme vous le dites, graduel, plus diffus que ce qu'on pouvait craindre. Beaucoup de banquiers centraux nous disaient encore ces derniers temps qu'on n'aurait pas à l'été peut-être tous les éléments pour juger sur pièce de l'impact des tarifs américains. Effectivement, cette période de diffusion, elle va être peut-être encore plus longue que ça aujourd'hui. Alors, il y a moins d'incertitudes, mais il y en a encore. Ouais. On n'est pas à l'abri que du jour au lendemain, il y ait une nouvelle annonce qui soit faite ou que, il y a quelques jours, c'est presque passé inaperçu, mais au moment où Scott Bessent était en train de monter au créneau pour dire on est en train de mettre en place des accords avec la Chine, le Japon potentiellement, etc., Donald Trump a dit je vais taxer les productions audiovisuelles hors des États-Unis. Oui. C'est sorti de nulle part. Non. Donc on n'est pas à l'abri de ça. C'est-à-dire que vous avez quand même une incertitude sur la politique économique américaine qui, de toute façon, pénalise les intentions d'investissement ou les intentions de consommation éventuellement, parce qu'on ne sait pas véritablement comment ça va se passer. Et donc pour la Fed, c'est beaucoup d'incertitudes. Ah ouais. Et toujours des résultats d'enquêtes attendus sur des secteurs comme la technologie, les semi-conducteurs, la pharmacie, etc., qui potentiellement peuvent déboucher là aussi sur des tarifs ciblés, sectoriels, spécifiques. Axel, qu'est-ce que vous retenez de cette première série d'accords ? C'est vrai qu'il y a eu aussi l'accord entre les États-Unis et le Royaume-Uni, donc un allié historique, stratégique. Est-ce que ça peut servir de playbook pour d'autres deals avec des pays ou des zones alliées ? Et puis, l'idée de cette trêve de 90 jours entre les États-Unis et la Chine. Qu'est-ce que ça appelle comme commentaire ? Oui, ce qu'on décrit comme étant un accord est déjà très préliminaire en réalité, parce qu'il nous manque à peu près tous les détails, et notamment les contreparties peut-être britanniques, avec cette baisse de tarifs qui est presque entérinée par l'administration Trump. Mais on entérine aussi un environnement dans lequel les tarifs seront plus élevés. Donc je ne sais pas si c'est un mal pour un bien ou l'inverse. Donc on verra ce qu'il advient de l'attaque sur les services numériques. Il y a la question de l'audiovisuel qui potentiellement va affecter le Royaume-Uni, par exemple, sur les productions vers les États-Unis. Donc il y a encore beaucoup de questionnements. Et je dirais que la relation bilatérale avec le Royaume-Uni était la plus facile à traiter pour l'administration Trump, parce que c'est un des rares pays avec lesquels ils avaient un surplus. Donc ça pose toute la question de savoir ce qui va advenir de l'Europe, etc. On voit déjà, on est passé à l'étape suivante sur la pharmacie avec le discours de Trump de tout à l'heure. Donc non, on a comme ça des sursauts du marché qui traduisent plus une certaine myopie et l'envie d'y croire, quelque part, qu'une réelle résolution. Et puis, effectivement, on est en train de passer de cette phase d'incertitude et du choc de prix anticipé à la réalité d'une économie qui va être confrontée à des problèmes d'approvisionnement qui rappelleront probablement le Covid. D'ailleurs, Bessent, dans sa communication de ce matin, disait qu'il y avait 5 ou 6 secteurs clés dans lesquels il craignait des pénuries particulières. Donc je pense que c'est tout ça est l'enjeu des prochaines négociations avec la Chine notamment, puisque c'est là qu'est le principal, hormis la zone nord-américaine, fournisseur d'importation. Donc voilà, on va apprendre à vivre avec une autre économie aussi. Donc on va peut-être rentrer au-delà du choc d'incertitude dans peut-être un bear market cyclique, ou en tout cas un affaiblissement plus cyclique et tangible de l'économie. Il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus. Évidemment, les références bougent un peu tous les jours là, aujourd'hui, avec les interventions de Trump. Et le risque macro sur l'économie américaine, il n'a pas disparu. Pour dire les choses clairement, le risque de récession, il reste présent là aujourd'hui, Axel ? Le risque de récession, il est présent parce que en général, dans les récessions, ce qui fait
Ce qui fait la balance, c'est les décisions d'investissement. Si l'imprévisibilité de la politique économique américaine se traduit par beaucoup moins d'intentions d'investissement, on l'a vu, y compris parmi les Mag 7, d'ailleurs, quand on réduit un peu les perspectives d'investissement des data centers, on enlève 15 ou 20 milliards d'investissements, là où il y en avait 80. C'est des sommes lourdes. Oui. C'est des sommes lourdes, et ça se verra sur le plan macro si ça se concrétise. Donc, il y a cet aspect-là qui peut être l'investissement, ça conditionne l'emploi, donc ça conditionnera in fine la consommation. Et là-dedans, on est toujours en train de discuter d'un budget qui est très difficile à drafter, compte tenu du fait que peut-être que le marché, qui peut s'occuper que d'une chose à la fois, est passé des tarifs à la problématique budgétaire de nouveau, avec les tensions qu'on voit aujourd'hui sur les taux. Et tout ça peut être annulé par un mouvement de taux qui serait désordonné, à la fois à la performance boursière, mais aussi les perspectives économiques, parce qu'il y a un niveau de taux qui forcera le ralentissement aussi. Donc on est toujours dans cette période un peu charnière, on passe du choc d'incertitude à peut-être quelque chose d'un peu plus concret dans la détérioration des données. Mais on reste dans cette période dite de transition, comme l'a appelé Donald Trump. Bon, sur ces deals, ou alors je ne sais pas comment on les appelle, les prémices d'accords commerciaux, notamment avec la Chine, comment est-ce que vous regardez les choses, Adrien? Beaucoup de patrons qui ont eu l'occasion de s'exprimer ces derniers temps ont tous pris acte du fait qu'il y aurait plus de tarifs sous Trump qu'il y en avait précédemment. Visiblement, ce qu'ils demandaient instamment, c'était fixer le niveau des tarifs, qu'on puisse nous s'adapter, mettre en place nos organisations, nos leviers d'ajustement et qu'on reprenne le business, quoi. Oui, non, clairement. Moi, je trouve que c'est très surprenant d'un point de vue calendrier que la Chine arrive rapidement comme étant un pays avec lequel les discussions ont avancé, en fait. Je pense que si on se replace il y a 2-3 semaines, on comprenait que les discussions bilatérales, par exemple, qu'avaient les États-Unis avec le Japon, avaient comme un peu angle mort la relation entre le Japon et la Chine. Ouais. Et une des discussions, en tout cas pour les États-Unis, c'était clair qu'il fallait essayer de faire comprendre à certaines de leurs parties et partenaires économiques que la relation qu'ils avaient historiquement avec la Chine devait être un petit peu revue. Et donc on arrive quand même malgré tout ça à aujourd'hui déjà des discussions assez avancées avec la Chine. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne surprise, une bonne nouvelle, aussi d'un point de vue chinois. Ça veut dire qu'on a peut-être mis un peu de côté effectivement ces relations bilatérales avec d'autres pays et qu'on ne va pas imposer à la Chine, ou en tout cas avec des partenaires économiques de la Chine qui ne sont pas les États-Unis, d'autres contraintes. Ouais. Ça c'est le premier élément. Le deuxième c'est, quand on regarde un peu les publications et les commentaires des entreprises dans des résultats du premier trimestre, toutes pensaient à des hausses de prix qui allaient arriver dans l'ordre de l'été. Et donc je pense que là, il y a un peu une prise de conscience du côté américain qu'effectivement les hausses de prix étaient devant nous et donc il fallait peut-être agir rapidement pour éviter qu'effectivement ces hausses de prix soient trop importantes et un effet récessif marqué dès cet été. Je pense qu'on ne va pas parler du pouls de Trump, mais il y a quand même l'idée de revenir un petit peu sur quelque chose qui vise à protéger contre une forte détérioration du sentiment économique américain avec un peu plus de pragmatisme à court et moyen terme. Donc moi je le regarde sous ce prisme-là, effectivement avec quelques chiffres qui permettent un peu aux industriels de commencer un peu à se préparer et d'éviter le côté on ne sait pas où on va et donc on coupe tout, quoi. Voilà, exactement. On coupe les investissements, on remet tout en cause. Et moi je trouve que c'est très visible dans les résultats du premier trimestre là aussi. On a beaucoup de débats sur le premier trimestre qui a montré des mauvais chiffres d'un point de vue américain, alors avec un effet du climat, de la mauvaise météo. Il y a plein d'éléments qui viennent peser sur les chiffres du premier trimestre aux États-Unis. Mais du point de vue industriel, les chiffres étaient dans l'ensemble quand même plutôt bons. Autant le consommateur, effectivement, avec cet effet de ressenti, a commencé à mettre un pied sur le frein. Côté industriel, pour l'instant, ça tenait plutôt bien. Et donc, lui donner de la visibilité à tout ce pan industriel américain, je pense que c'est pas neutre là, à l'heure où on se parle. Ouais. Donc, moi, je trouve quand même que les projections de détérioration économique aux États-Unis, on est quand même en train un peu de mieux les calibrer. Il y a quelques bureaux de recherche qui ont déjà décalé leurs attentes de baisse de taux plutôt sur juillet, voire août, plutôt qu'en juin. Ouais. On attendait quand même, je vous rappelle, il y a entre 3,5 et 4 baisses de taux il y a à peine 2 semaines. Il n'est pas improbable qu'on revoie un petit peu ce scénario de manière un peu moins agressive là, à court et moyen terme. Bon. Et sur le deal, vous dites, c'est le deal US-Chine, désolé, je vais un peu vite en besogne, mais c'est cet accord verbalisé, formalisé, avec une première rencontre et d'autres rencontres à suivre, évidemment, pour avancer plus en profondeur sur un accord peut-être plus profond.
c'est gagnant-gagnant. C'est comme ça qu'il faut le voir. Je trouve que c'est un message fort vis-à-vis du sentiment économique américain. Et je trouve que côté chinois, réussir à négocier directement avec les États-Unis et sans passer par d'autres discussions bilatérales, je trouve ça assez fort. Ouais. Le marché chinois a fortement réagi ce matin. Alors c'est un peu compliqué à lire parce qu'il n'y avait plus que Hong Kong qui était ouvert une fois que l'annonce a été faite après 9h. Mais je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un marché chinois qui performe bien. Ce qu'on voit depuis le début de l'année, l'installation de Trump à la Maison-Blanche. Et on ne connaît pas les concessions côté marché, chinois. mais je pense que là aussi, il y aura peut-être des éléments qui sortiront progressivement, mais je pense que c'est un message assez fort. Ça questionne quand même la stratégie de Trump, finalement. C'est-à-dire qu'il nous a vendu ça comme étant quelque chose de très bien ficelé, avec un architecte derrière, Stephen Myren, qu'on n'entend plus vraiment d'ailleurs. Maintenant, il a mis Scott Bessent devant. Et finalement, ce dont il s'est rendu compte, a priori, on n'en sait rien, c'est que les autres pays n'ont pas tout de suite abdiqué. Ils se sont même concertés entre eux d'une certaine manière, en essayant de développer d'autres marchés ailleurs, plutôt qu'aux États-Unis. Et donc, il s'est heurté à une sorte de mur, même le Japon. Il a même consolidé des positions, je ne vais pas dire des positions anti-américaines, mais des positions qui visent à réduire la dépendance, justement, par rapport au marché américain. C'est assez étonnant. Et justement, je rejoins ce qui a été dit sur l'espèce de myopie qui a gagné le marché. C'est-à-dire que finalement, on se demande quand même quelle est la crédibilité de la politique économique américaine aujourd'hui. C'est-à-dire, quelle est la stratégie ? Alors, sauf s'il y a un agenda caché qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, je ne sais pas, peut-être qu'on est trop bête et qu'on n'arrive pas à lire ce que veut faire Donald Trump, je n'en sais rien. Ce que l'on constate actuellement, c'est qu'il revient effectivement en arrière et qu'on ne comprend pas véritablement la stratégie. La stratégie, c'était réindustrialiser les États-Unis par le biais des hausses de taxes pour ramener la production sur le sol américain. Mais je crois qu'elle reste la stratégie telle qu'elle a été expliquée encore par Scott Bessent. Alors tout dépend qui explique la stratégie, je suis bien d'accord. Mais quand elle est expliquée par Scott Bessent aujourd'hui, c'est assez clair. Il faut que les États-Unis, qui sont un énorme marché de consommation, peut-être qu'il faut qu'ils produisent un peu plus, mais surtout la Chine, qui est un énorme marché de production et d'exportation. Accusation de mercantilisme, il faut que ce soit un marché qui consomme plus et évidemment il faut que le marché chinois s'ouvre beaucoup plus aux produits américains qu'il ne l'est aujourd'hui. Et Donald Trump le dit lui-même à l'occasion de la conférence de presse, il dit le plus important finalement, c'est que le marché chinois s'ouvre plus aux produits et aux services américains qu'il ne l'est aujourd'hui. Et ça, c'est plus important que les recettes tarifaires qu'on pourrait enregistrer pour le trésor américain. Il y a toujours les deux arguments. Est-ce que c'est un outil de recette fiscale, budgétaire, ou est-ce que c'est un outil de rééquilibrage du commerce ? Là, on est dans cette phase-là. On comprend l'idée, mais si vous êtes une entreprise américaine, vous avez une telle instabilité politique, je vois mal comment vous pouvez prendre des décisions d'investissement, déjà quand l'environnement économique est par essence incertain, toujours, là il l'est encore plus, et donc comment vous faites ? Et donc je rejoins aussi ce qui a été dit, l'enjeu c'est l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, elles pourraient être tentées de geler les embauches, ralentir les décisions d'investissement, voire même les annuler potentiellement, et l'étape d'après, quelle est-elle ? C'est la réduction. Alléger la masse salariale. Donc les licenciements, la hausse du taux de chômage. Et dans ce cas-là, vous pourriez avoir une hausse de l'inflation et une hausse du taux de chômage. Le pire des scénarios. Voilà. Qu'on n'appelle pas stagflation, mais quel est le pire des scénarios ? Inflation acyclique. Inflation acyclique. Oui, c'est le marché. Alors, le marché a toujours raison, mais on verra ce qu'il en est. On a effacé complètement. Le marché a complètement encaissé le choc de Liberation Day. La plupart des grands indices actions, en Chine, en Europe, aux États-Unis, sont revenus sur les niveaux qui prévalaient avant le 2 avril. C'est pour un stratégiste, enfin, je veux dire, on peut voir encore du potentiel, de l'upside. Ou est-ce que ça devient compliqué à ce stade ? On peut en voir jusqu'à la publication des UT2, c'est-à-dire mi-juillet, en espérant qu'entre-temps, on ait peut-être un message un petit peu plus favorable de la Réserve fédérale, qui, me semble, est un peu cornérisé par Trump aussi, dans le sens où agir préventivement n'est pas possible aujourd'hui, sinon ce serait donner raison à Donald Trump. Et dans le même temps, maintenir une politique monétaire trop restrictive, si tant est qu'elle est restrictive, face à ce type d'inflation n'a aucun sens. L'inflation telle qu'elle ressort aujourd'hui est une taxe qui peut être atténuée par la politique budgétaire. Donc, de toute façon, pas tous les éléments pour prendre la décision aujourd'hui. Mais on peut imaginer que
Juin, c'est un meeting où ils vont recalibrer leur scénario macro. Forcément, le T1 était sans doute bien moins bon que ce qu'ils avaient imaginé. Donc, mécaniquement, il y aura peut-être un petit ajustement sur la croissance. Sur l'inflation, on n'aura que 2 chiffres d'inflation, encore non, un seul, d'ici le mois de juin. Ouais, donc, un seul avec un PCI. On va peut-être se cacher derrière la différence de traitement entre le déflateur et le CPI parce que le déflateur va mieux prendre en compte notamment les arbitrages qui sont faits par les ménages face à ces hausses de prix que le CPI dont les poids évoluent moins fréquemment. Donc, on pourra toujours trouver la justification pour avoir une politique, peut-être moins discours un peu plus dovish. Et la seule chose qui leur reste, c'est en espérant que le marché de treasuries ne déraille pas. Ouais. Auquel cas, il sera obligé, comme je pense qu'on a vraiment eu peur que ce soit le cas, début avril, il sera obligé d'intervenir. Donc, il y a un chemin vers un petit peu plus d'upside, mais il faut quand même que, je pense que les signaux de politique économique compensent l'incertitude tarifaire et que les publications du T2 arrivent suffisamment tard pour qu'entre-temps, on est un peu monté. Est-ce qu'ils sont en capacité, l'administration américaine, là, d'apporter une visibilité fiscale, budgétaire rapidement ? Scott Bessent est interrogé de plus en plus souvent sur le projet de loi fiscale budgétaire. Les derniers commentaires qu'il faisait aujourd'hui étaient que ce projet avançait bien, visiblement, au Congrès, de son point de vue, et même au-delà, peut-être, même de ce qu'il pouvait espérer ces derniers temps. Il y a un rendez-vous qui va vite être important, avec des questions de plafond de la dette. Enfin, on revient toujours sur les mêmes sujets aux États-Unis, mais l'échéance est assez rapide maintenant. Alors, a priori, on a les chiffres du budget d'avril ce soir, donc ça nous donnera étant donné qu'avril, il y a des grosses recettes fiscales, c'est ça qui nous donne vraiment le timing de la date à laquelle l'État américain sera en défaut technique. A priori, Bessent laissait entendre que c'était plutôt du fin août, ce qui nous donne beaucoup de temps quand même pour arriver, disons, début juillet, pour finalement drafter ce budget qui devrait comporter des baisses d'impôts qui sont en train d'être un petit peu rabotées. On parle d'une hausse de la fiscalité pour les plus riches, au-delà de 2,5 millions de dollars annuels. Ce qui est beaucoup plus compliqué à faire passer, c'est les coupes sombres dans les programmes type Medicare ou SNAP, qui est le programme les bons alimentaires. Ouais. Et donc ça, parce qu'on va peut-être requérir le fait que les plus pauvres prouvent qu'ils aient envie de travailler pour avoir accès au Medicaid, immanquablement, très vite, vous avez forcé quasiment 14 millions de personnes à être dans une situation extrêmement difficile. Donc ça, évidemment, ça va être très difficile à vendre dans les États républicains où il y a beaucoup de pauvres. Et donc, le budget, il n'est pas facile du tout à faire passer, étant donné que Trump veut qu'il y ait des baisses d'impôts très significatives. Donc, et les recettes douanières, même si ça ne rentre pas directement dans ce qu'on appelle la Reconciliation Bill, c'est anecdotique par rapport à l'ampleur de l'assouplissement qui est envisagé par Trump et la proposition qui est passée à la Chambre déjà, mais qui évidemment rencontre l'opposition du Sénat, d'où le processus de réconciliation. Donc c'est très compliqué, sachant qu'on a déjà une dérive budgétaire significative depuis le début de l'année fiscale. On est à une dérive qui est de l'ordre de 260 milliards sur les 6 premiers mois, sur un déficit qui est déjà autour de 2000 milliards. Donc Musk n'a rien fait du tout. Ça, on pouvait le pressentir, mais on le voit dans les chiffres. Donc on n'a plus tellement de temps à perdre, ni de marge de manœuvre budgétaire, en fait. Et on va les consommer quand même, américaines, quitte à ce que le marché dise non, quoi. Et que les taux s'envolent. Donc bon, d'ailleurs, on voit dans les actifs américains qui remontent, il y a les actions, il y a le dollar. Il n'y a pas les treasuries. Aujourd'hui, c'est encore une séance où on voit des taux longs se tendre un peu aux États-Unis. Bon, il y a peut-être aussi un peu moins de risques, effectivement, sur la croissance, potentiellement, qui peuvent justifier ce mouvement. Sur les marchés actions, justement, Adrien, donc tout le monde est revenu sur les niveaux du 2 avril. Et maintenant
Non, c'est une bonne question. Je pense que le rendez-vous du deuxième trimestre sera effectivement un bon point. On avait un premier trimestre, alors où il y avait des surstockages dans certains secteurs, d'autres où effectivement on a aussi bénéficié de la baisse du dollar dans pas mal d'industries qui ont permis aussi quand même de pas mal défendre les marges. On va rentrer dans la période deuxième trimestre, troisième trimestre où les entreprises s'attendaient à monter les prix pour compenser certaines hausses de matières premières ou l'effet des barrières douanières. Donc, ça va être intéressant de mesurer tout ça. Moi, je trouve, de nouveau, sur le côté industriel, je trouve que les montants d'investissement sont toujours là, les ambitions d'investissement sont toujours là. Elles se confrontent un peu, effectivement, à la réalité de est-ce qu'on va vraiment réussir à relocaliser tout ce qu'on voulait relocaliser. La question est un petit peu là. Il y a quelques secteurs qui attendent notamment la clarification autour du Inflation Reduction Act. On devrait savoir d'ici la fin du mois de mai si tout ce programme d'investissement sur le sol américain va être prorogé, coupé en partie, amendé. Là, ça donnera un peu de visibilité sur certains secteurs. Il y en a d'autres où il y a encore plein de questions. On a parlé, je crois que ce week-end, dimanche, Donald Trump a ouvert le sujet de l'aviation commerciale. Est-ce que là aussi, en Europe, il y a des enjeux de tarifs douanières ou pas? Est-ce que ça a des conséquences ou pas sur la compétitivité de l'industrie américaine? Donc, il y a encore quelques endroits où il y a quand même encore un peu de discussion et d'incertitude. Dans l'ensemble, il y a un sentiment du consommateur qui est quand même un peu compliqué et je trouve des secteurs industriels qui se portent plutôt bien. Justement, sur la répartition de la charge tarifaire, comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, j'imagine que c'est secteur par secteur, entreprise par entreprise, mais est-ce qu'il y a quand même des grandes lignes qui se décident? Est-ce que c'est le maximum payé par le consommateur? Est-ce que Oui, je vois que... souvent, c'est le maximum payé par le consommateur. D'accord. Pour plusieurs raisons. D'abord, les entreprises ne vont pas monter les prix 3, 4, 5 fois en fonction de comment évoluent les tarifs douanières. Donc, on a tendance souvent à faire fort. En une fois. Voilà. Et elles ont encore ce pouvoir? Enfin, oui, je veux dire... Je pense que le Covid, la période post-Covid leur a montré qu'elles avaient la capacité à monter les prix. Donc, elles ont plutôt confiance dans l'idée de monter les prix. Sur le Covid, on a envoyé des chèques quand même aussi. Je me souviens, américain. Le parallèle avec le Covid, il s'arrête aussi sur le choc de demande qu'on a pu avoir aussi. Un peu plus challengé que ce qu'elle a été. Je suis tout à fait d'accord. Mais moi, un secteur, par exemple, qui est très concurrentiel, qui est la fabrication de baskets, qui est quand même très soumise au sujet des tarifs douaniers, puisqu'on a eu beaucoup de pays de production qui ont été concernés. Là, on a vu déjà des hausses de prix très importantes. On se constate que toute l'industrie a suivi de manière très importante. Alors, on n'a pas encore les chiffres, effectivement, et l'impact sur la demande. Mais dans l'ensemble, on a vu des hausses de prix très importantes. Donc, l'objectif des entreprises, c'est à minima, effectivement, de passer... Coûte que coûte, on passera les Nike sur les montent bien là, sur la désescalade entre la Chine et les États-Unis. Mais est-ce qu'ils feront un peu marche arrière? Est-ce qu'ils reverront la majorité des hausses de prix dans certains secteurs ont déjà été effectivement enclenchées là, au 1er mai. Donc, oui, imaginez que la charge puisse être répartie entre entreprises, alors entreprises exportatrices, entreprises importatrices et consommateurs final. Je ne sais pas si l'économiste a un regard là-dessus, Florent. Non, mais en revanche, sur ce qui vient d'être dit sur les passages de prix, ça me paraît assez clair. C'était effectivement que sur un malentendu, ça peut passer, quoi. C'est-à-dire que les entreprises sont en capacité aujourd'hui d'augmenter leurs prix. Effectivement, la crise Covid l'a montré que le consommateur pouvait être captif. En fait, la situation actuelle, certes, il n'y a pas de choc de demande, mais l'économie n'est pas encore en train de se dégrader drastiquement. C'est-à-dire qu'il y a encore l'emploi qui tient. Les Américains ont un travail et donc sont rémunérés, les revenus réels continuent d'augmenter. Ce qui s'est passé, c'est que pour le moment, justement, c'est assez atypique. C'est-à-dire que les revenus des ménages ont augmenté, le revenu réel des ménages a augmenté, mais ils n'ont pas consommé en retour. Donc, ils commencent à épargner un peu. Ce qui veut dire qu'il y a eu une sorte d'épargne sur les 2-3 derniers mois qui a contribué à la baisse de la consommation qu'on a observée. Donc, il y a encore du jus, si je peux me permettre, pour consommer, entre guillemets. Et donc, in fine, pour qu'il y ait des hausses de prix qui passent. Et en fait, s'ils ne prennent pas cette fenêtre-là maintenant, les entreprises, j'entends, pourront pas... Après, ce sera trop tard, peut-être. Après, peut-être qu'il y a certaines entreprises qui vont faire le choix de rogner sur leurs marges. Et voilà. Après, c'est au cas par cas, effectivement. Ce qui milite aussi pour que dans les chiffres d'inflation, on voit quelque chose de plus graduel, parce que toutes les entreprises ne vont pas adapter la même stratégie au même moment. Et on pourrait même avoir des entreprises qui, par effet d'aubaine, dans le secteur des services par exemple, pour gagner de la part de marché, décident de faire des choses, ou même d'autres qui montent leur prix, alors qu'ils ne sont pas concernés par les droits de douane. Parce que les autres le font. L'inflation d'atmosphère, quoi. Ouais, le truc, c'est bien. Non, mais si, c'est bien. l'ambiance un peu bien inflationniste.
Qu'est-ce que ça change pour l'Europe si jamais on avance vers un deal entre les États-Unis et la Chine? Alors l'idée qu'il y aura un socle minimum de 10%, sans doute un peu plus pour la Chine parce que c'est la Chine. 34%, c'est vu plutôt comme un plafond par Scott Bessent. Alors il faut rajouter les 20% de tarifs fentanyl. Bref, c'est des calculs un peu compliqués, mais ça peut s'établir autour de, 50-60%. C'est les chiffres d'ailleurs qui circulaient pendant la campagne de Donald Trump. Si c'est le cas, est-ce que c'est bon pour l'Europe? Est-ce que là aussi, c'est des risques en moins peut-être pour l'Europe? On a beaucoup parlé de l'idée que les produits chinois allaient trouver encore plus de débouchés sur une zone ouverte au libre-écéchange comme l'est l'Europe aujourd'hui. Et envie d'acheter chinois. Ils consomment tout simplement. Parce que pour le moment, en zone euro, en tout cas, si on nommait le Royaume-Uni, qu'on parle vraiment que de la zone euro, les chiffres de consommation repartent légèrement à la hausse, mais c'est pas encore, pardonnez-moi l'expression, la folie, quoi. C'est encore assez timide. Même la confiance du consommateur, alors même que l'inflation diminue, diminue aussi. Donc, à l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer. Les gains de pouvoir d'achat ne se traduisent pas nécessairement par plus de consommation, même si la situation actuelle est meilleure que les derniers trimestres. Il y a quand même du mieux. Et donc de ce point de vue-là, en réalité, ce qui est assez paradoxal, et pour une fois qui joue en notre faveur, la zone euro, c'est que la zone de stabilité de politique économique, d'une certaine manière, elle se retrouve chez nous. Alors après, si on prend le cas de la France, peut-être pas, mais de la zone euro dans son ensemble... Il ne faut pas avoir un biais trop franco-français en ce moment, parce que la zone euro, on est plutôt à l'inverse de ce qui se passe ailleurs, peut-être. Exact. Et donc de ce point de vue-là, en zone euro, on se rend compte que Front uni n'est certainement pas le terme le plus approprié. Mais en tout cas, ce qu'on voit, ce qui s'est passé ce week-end, avec, alors encore une fois, on enlève le Royaume-Uni, mais on a quand même l'Allemagne et la France qui, sur le sujet de la guerre en Ukraine, se réunissent ensemble. On a les plans allemands qui peuvent venir au secours d'une croissance économique européenne qui pourrait être pénalisée par les droits de douane. Donc en réalité, la zone de stabilité, encore une fois, je mets des guillemets, ça devient l'Europe. Et en termes de marché financier, bon, vous le savez, je suis assez optimiste sur la zone euro depuis que je viens, depuis le début de l'année. Mais c'est confirmé. Pour le coup, oui, et je pense que ça va se prolonger. La performance, la surperformance relative de la zone euro vis-à-vis des États-Unis, à mon sens, va se prolonger. C'est au-delà de la guerre commerciale même, c'est une guerre d'attractivité du capital qui se joue là pour des zones économiques comme l'Europe, être capable de montrer un visage un peu différent, être capable d'attirer les capitaux qu'on n'a pas su attirer peut-être pendant ces dernières années, Axel. Ou du moins siphonner l'excès d'épargne qu'on envoie ailleurs. C'est un peu le complémentaire de ce que vous dites. Moi, ça me fait penser à quelque chose quand Trump prétend vouloir relocaliser les États-Unis, ils ont bénéficié d'une situation ces dernières années qui était extrêmement favorable. D'ailleurs, on a vu les chiffres d'investissement direct vers les États-Unis être très fortement favorisés par le durcissement du régime chinois qui a complètement effrayé beaucoup de monde. Les flux d'investissement vers la Chine. Et l'Europe qui manquait de croissance et qui objectivement n'était plus en capacité d'être le pôle d'attractivité. Donc oui, il faut essayer, avec la politique économique qu'on a, avec une politique monétaire qui va s'assouplir, qui va continuer de s'assouplir et qui a pas mal de marge de manœuvre, avec des politiques budgétaires qui enfin font leur évolution. Quand on pense à l'Allemagne, et probablement, je pense que le consensus Draghi va se dessiner quand on s'approchera vers 2027. On ne va pas rembourser la dette Next Gen EU demain. On va la proroger et probablement la compléter par d'autres programmes. Donc, je pense qu'on a effectivement fenêtre ouverte pour faire un peu de croissance en Europe avec une politique économique qui sera plus prévisible et à terme, je ne sais pas quand, mais assez rapidement, des relations un peu plus normalisées avec le Royaume-Uni qui sont l'absurdité des années 2010. Donc je pense que ça va être à l'avantage de l'Europe pendant les prochaines années, a priori. Et d'ailleurs, c'est assez frappant de voir le DAX être sur des sommets alors que c'est l'indice exportateur par excellence et qui finalement peut-être traduit déjà un petit peu ça. Alors,
Alors, il y a d'autres indices en Allemagne. Ouais, il y a d'autres indices en Allemagne qui ont encore de la place pour rattraper. Là, je me tourne vers Adrien, mais c'est vrai qu'on a beaucoup regardé le DAX, dividendes réinvestis, avec des effets de pondération aussi qui jouent beaucoup en faveur du DAX. On a beaucoup parlé de SAP ou de quelques autres. Mais cette chance, cette fenêtre ouverte là pour l'Europe, oui, elle doit continuer de se traduire vers des flux de capitaux vers nos marchés boursiers, ce qui nous intéresse, et ça doit pouvoir permettre une prolongation de ce qu'on observe, une surperformance. On va se le souhaiter. Moi, alors bon, déjà quand ça commence comme ça, c'est que... Je rappelle quand même, si on regarde juste les flux sur les marchés actions, il y a une grosse partie en fait qui est venue sur des paniers de valeurs qui ont concerné soit les small mid allemandes bénéficiant du plan, soit les valeurs de défense. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, dans une journée où il y a un retour d'appétit pour le risk-on, c'est des endroits où on retire pour aller retrouver des paniers plus traditionnels, type l'IA ou autre chose d'innovation, de technologie côté américain. Donc voilà, le côté jeu de vase communicant et l'idée que l'Europe offrait des opportunités d'investissement un peu décorrélées de la situation commerciale ou géopolitique mondiale, ça a donné à ces 6 mois de surperformance qui ont été quand même assez agréables. Mais vous dites, on est déjà en train de se détourner de cette thématique de la relance allemande, de cette thématique de la défense européenne qui a peut-être vu le jour là en fin de semaine dernière avec la coalition des volontaires. On est déjà en train de se détourner de ça parce que on aura une rencontre Zelensky-Poutine cette semaine. On peut se poser la question. Alors après, sur la situation de la défense, il y a aussi ce que je disais tout à l'heure, il y a le sujet de l'aviation commerciale qui est quand même un élément important. La majorité d'entreprises qui sont aussi dans le monde du militaire et qui peuvent avoir un impact à court et moyen terme sur la vente de certains de leurs équipements. Mais voilà, je dis juste que les flux sont venus sur des paniers. Donc maintenant, il faut que ça se développe ou déploie plus largement que juste effectivement sur quelques valeurs très très cibles. Et je pense que ça sera un signal plus intéressant et plus structurant. Après, oui, c'est vrai que quand on se projette à 3 ans, si on a ce plan allemand, une visibilité plus forte sur une croissance économique européenne qui pourrait progressivement se rapprocher d'une croissance structurelle à 1,5-2%, oui, ça change fondamentalement quand même un petit peu l'équation et ça redonne une attractivité très très forte. Après, sur la compétitivité des investissements sur l'Europe, là, on est encore sur des sujets un peu compliqués. Quand on voit tous les débats qu'il y a sur l'énergie en Europe au sens large, ce qui s'est passé en Espagne, les questions que ça pose sur le réseau européen, il y a encore quelques éléments quelques cases qui ne sont pas encore cochées pour qu'un industriel se dise ok, je viens investir durablement en Europe pour créer une capacité de production. Je ne suis pas sûr qu'on en soit encore là. Mais oui, il y a quelques signaux qui sont assez favorables. Bon, alors on s'interrogeait le DAX au sommet. Et pourquoi est-ce que les marchés chinois réagissent aussi bien, mais surtout performent aussi bien depuis le début de l'année? Et puis même, on peut prendre plein de dates différentes, mais on peut prendre la date du 20 janvier. Depuis le 20 janvier, le marché chinois... Oui, alors il y a fait mieux en dollars que le marché américain. Il y a plusieurs choses. Il y a DeepSeek, je pense qu'il est quand même un élément important pour la capacité de la Chine à montrer qu'elle peut innover, ou qu'en tout cas qu'elle peut suivre le nouveau cycle d'innovation. Et qu'elle n'est pas juste embourbée dans une crise immobilière sans fin. On avait eu beaucoup de débats il y a 6-8 mois sur c'est quoi la nouvelle industrie qui va redonner de l'attractivité à la Chine. On avait beaucoup vu les véhicules électriques, les secteurs autour de la transition sur lesquels la Chine était allée à la pointe. On avait besoin d'autres choses. Bon, ils sont arrivés visiblement avec d'autres technologies sur l'IA. Ils continuent à nous surprendre positivement sur ce qu'ils sont capables de proposer. Donc ça crée déjà un afflux de capitaux, en tout cas d'intérêt pour certains secteurs. Après, il y a l'ébullition en ce moment en termes d'IPO. Il y a beaucoup d'entreprises cotées sur le A-Shares qui viennent à Hong Kong. Il y en a encore une ce matin qui a annoncé qu'elle allait le faire. CATL, c'est ça, effectivement. CATL qui le fait pour le roi de la batterie. Avec une décote qui est très faible par rapport à ce qu'on attend traditionnellement sur une société A-Shares qui vient se coter à Hong Kong. On parle de 4-5%. D'habitude, c'est plutôt 10-15%. Donc on sent qu'il y a de l'appétit pour ce type d'introduction en bourse, avec là aussi une entreprise qui devient un vrai leader, qui a, comme son concurrent BYD, annoncé qu'elle avait une nouvelle technologie de batterie qui pouvait se recharger entre 5 et 8 minutes. C'est ça, 400, 500 km d'autonomie, c'est ça à peu voire près, même un peu plus. Voire même un peu plus. Il faudra voir ce que ça donne en réalité, mais voilà, en tout cas, c'est ce qui est annoncé. Donc oui, il y a une vraie capacité de la Chine à montrer qu'elle a une capacité d'innovation. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi le resserrement l'étau qui avait été un petit peu mis par le parti et Xi Jinping directement sur la gouvernance des entreprises chinoises, qui a eu tendance aussi un peu à se desserrer. Alors, c'est aussi de la communication et tout ce qui a été fait autour pas des 7 magnifiques, mais de l'équivalent côté chinois, avec la photo avec Xi Jinping et tous les rois de la tech côté chinois. Oui, ça donne quand même des signaux sur le fait qu'on veut encourager l'innovation et les entreprises privées, le capital privé. Donc oui, il y a quelques signaux positifs avec une décote historique, avec une prime de risque qui est très, très élevée. Et donc les 30% de barrières douanières, ou si on tombait à 50 ou 60% de barrières douanières pour les produits chinois sur le marché américain... Ça change la donne. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'empêche pas jusqu'à présent les marchés boursiers chinois de rebondir.
Non, mais là, ça donne un souffle supplémentaire Oui, c'est sur ça. la capacité d'exportation. Et je le redis, je pense surtout, moi, typiquement, pour être assis dans des entreprises qui sont très exportatrices, pas forcément aux États-Unis, mais dans d'autres pays, la question, c'était est-ce que la Chine va réussir, les États-Unis vont réussir à imposer aux autres partenaires économiques de moins travailler avec la Chine. Est-ce que quand on dit que le Brésil, c'est que 10%, en fait, on ne dit pas en sous-jacent, quand on est américain, au Brésil, qu'il faut moins travailler avec les Chinois. Ce qu'on comprend là des négociations, c'est que c'est pas l'enjeu finalement. Alors qu'on pensait que Donald Trump voulait isoler la Chine. Casser les liens entre la Chine et le reste du monde. Ce qu'on comprend de ce matin, c'est que c'est pas vraiment l'objectif. Bon. Donc ça sera un bon signal pour plutôt beaucoup vu, de- c'est ce qu'on disait, on a plutôt Chinois. vu même des routes se renforcer, des liens se renforcer. Alors là, c'est l'exemple de la Chine. Peut-être que l'Europe, d'ailleurs je suis étonné, peut-être que le Royaume-Uni, dans l'accord commercial avec les États-Unis, aurait aussi bien fait de se tourner vers l'Europe pour essayer de nouer là aussi des accords commerciaux à nouveau, ou améliorer encore des accords commerciaux avec l'Europe continentale avec laquelle c'est peut-être plus facile d'échanger qu'avec les États-Unis. En réalité, c'est même ce qu'on voyait déjà avant Donald Trump, puisqu'il y a eu ce nouveau mot qui est rentré dans le débat public, le mot de dérisquage. Cette idée qu'effectivement les entreprises doivent diversifier leurs sources d'approvisionnement. On avait parlé d'Apple à un moment, mais surtout le fait marquant, c'était la pandémie. Je vais être très caricatural, mais on s'était rendu compte que le paracétamol n'était pas produit en France et donc on en manquait pour soigner nos maux de tête, les masques, etc. Bon, là, je le fais exprès. Mais il y a quand même cette idée que les entreprises, à un moment donné, ne peuvent pas dépendre d'une seule source d'approvisionnement. Et cette thématique-là, elle était déjà là avant Donald Trump. Donc en réalité, il vient accélérer le mouvement, si je puis dire. Accélérer cette volonté, cette idée qu'effectivement on est dans un nouveau monde, un monde beaucoup plus fragmenté où les chaînes de valeur moins optimales. Du point de vue, alors oui. Ça va, alors là on pourrait du point de vue de la fluidité le débat pourrait durer. J'entends. Mais en effet, il y a quand même cette idée qu'on est quand même dans un nouveau monde qui est beaucoup plus fragmenté. Et Donald Trump vient appuyer là-dessus. Mais ces tendances structurelles-là, elles étaient déjà présentes auparavant. Quand je dis moins optimal, ça veut surtout dire plus coûteux. C'est-à-dire que... De ce point de vue-là, oui. Oui. D'accord avec ça. Et ça veut dire, alors je ne sais pas, sur des horizons de temps assez longs, il est à combien le marché américain encore là 20, 21 fois on paye les bénéfices, une vingtaine de fois, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'étiage historique qu'on aura encore devant nous, ou est-ce que non, la norme de valorisation des actifs boursiers sera structurellement plus basse demain ? Oui, surtout qu'on part peut-être de niveaux de marge qui sont encore très élevés. Là, c'est plutôt cette question-là. Et encore une fois, on reboucle sur la discussion sur la capacité de passer les coûts au consommateur final. Je pense que 20-21 fois, ça peut se comprendre avec un niveau de marge qui n'est jamais attaqué finalement. Et une croissance américaine qui ne serait pas entamée, même si elle s'est nourrie de choses qui vont pas se répéter a priori, comme l'immigration par exemple. Simplement, ça va être un des gros coups de frein à l'économie américaine dans les années à venir. Donc c'est sûr qu'on va probablement quand même changer de monde. Si vous regardez des PE chillers, on est à 27 fois, ce qui est 4 ou 5 points au-dessus de la norme historique, même si on s'en écarte très Donc souvent. lycée du cycle, des PE de long terme, lycée du cycle. Et de l'inflation. Donc on a comme ça, en termes de valorisation, toujours un biais d'optimisme qui est encore renforcé ces dernières heures. Mais bon, on verra. Oui, c'est la nature des investisseurs, actions notamment, de garder au moins une petite part d'optimisme dans leur façon d'agir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Axel Bott, Ostrom Asset Management, Florent Wabon, Ecofi, Adrien Dumas, Mandarin Gestion. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et chaque lundi, c'est le quart d'heure américain qui nous permet de retrouver à distance notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour commenter ces deals qui ont été annoncés, verbalisés ces dernières heures, ces derniers jours, il y a eu beaucoup d'affaires sur le plan géopolitique qui ont été, guidées par Donald Trump et son administration. Je pense à l'Inde, au Pakistan, on verra cette semaine ce qu'il en est d'une possible rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Mais sur le front commercial, il y a évidemment la trêve de 90 jours et la désescalade tarifaire entre les États-Unis et la Chine. Et puis précédemment, quelques jours auparavant, Pierre-Yves, et pour l'instant c'est, l'accord commercial de référence, celui entre les États-Unis et le Royaume-Uni.
Alors, on veut des deals, et si on n'en a pas, eh bien, on va dire qu'on en a quand même. La logique s'est inversée. Après 2 mois durant lesquels Donald Trump voulait renverser la table, faire peur à tout le monde, relever massivement les tarifs douaniers bien au-delà de tout ce que l'on anticipait et donner l'impression qu'il avait l'intention de les laisser très élevés parce qu'il avait besoin de recettes fiscales durables, maintenant la dynamique inverse semble engagée. On commence par le Royaume-Uni, on va revenir, et puis il y a ce que Scott Bessent lui-même et Donald Trump, il y a quelques minutes dans le bureau ovale, appelle le deal. Le deal avec la Chine, c'est extraordinaire. C'est un deal qui consiste à dire qu'on va négocier un deal. Revenir presque au statu quo ex ante et présenter comme une victoire. Bon, tant mieux. Cela veut dire que peut-être Donald Trump est revenu sur sa conviction selon laquelle les tarifs douaniers étaient la réponse à tous les problèmes. Et on va voir, en tout cas, la réaction immédiate des marchés est très positive. Alors, ce premier deal chronologiquement qui a été annoncé avec le Royaume-Uni était probablement le plus facile à négocier parce que le Royaume-Uni affiche un déficit commercial avec les États-Unis de l'ordre de 12 milliards de dollars. Rien à voir donc avec les énormes surplus que l'on connaît avec la Chine, la Corée ou le Japon par exemple. Et puis on parle la même langue dans tous les sens du terme. Et puis politiquement, Donald Trump avait besoin d'afficher une victoire pour montrer que sa politique de tarifs douaniers massifs ne le précipitait pas dans l'impasse. Et de l'autre côté, le Premier ministre britannique aussi avait besoin d'afficher une victoire politique parce que sa situation est quand même assez chancelante. Donc il y avait cette conjonction de facteurs. Et finalement, ce deal qui n'est que tout à fait partiel, qui est loin d'être bouclé, ne présente pas de concessions massives de la part des Britanniques. On est très très loin du rêve britannique formulé après le Brexit d'accord de libre-échange transatlantique. Mais les Britanniques n'ont pas cédé sur des points importants. D'abord, ils n'ont pas cédé sur leur taxation des services numériques. Ils n'ont pas cédé sur les normes d'accès au marché britannique pour les produits alimentaires. Les Britanniques ne sont pas prêts de manger du poulet américain s'il a été rincé à l'eau de Javel. Je dis cela avec une pointe d'ironie parce que moi j'en mange presque toutes les semaines et vous voyez, ça ne m'a pas rendu malade. Donc un petit effort pour le bœuf américain, oui. Une plus grande ouverture du marché britannique sur l'éthanol, bien. Des concessions importantes d'un point de vue commercial et politique de la part des Américains. L'acier et l'aluminium britannique va rentrer sans droit de douane maintenant. Les Jaguars, les Range Rovers vont rentrer avec beaucoup moins de droits de douane dans une limite de contingent qui en fait correspond exactement à ce qu'elles vendaient de toute façon. On passe de quelques 27% à 10% de droits de douane seulement. Donc un petit progrès. Une pointe de scepticisme tout de même dans mon commentaire sur ce qui nous a été présenté comme un deal comprehensive, complet, parfait, bouclé, totalement ficelé. Non, ça n'est pas vrai. La preuve en est que l'on nous avait annoncé, par exemple, que dès le lendemain de cette annonce assez confuse faite dans le bureau ovale avec Keir Starmer qui était au téléphone et toutes sortes de chiffres qu'on nous jetait à la figure, nous les journalistes, un petit peu ébahis, on nous a expliqué que vous allez voir ce que vous allez voir. Le deal est tellement extraordinaire que Boeing, demain, va recevoir une commande de 10 milliards de dollars. Demain, après-demain, après-après-demain sont passés. On n'a toujours pas vu la commande de 10 milliards de dollars de Boeing. Bon, mais on y croit. C'est un geste important. Malheureusement, pour les raisons que je viens d'essayer de vous expliquer, en particulier le fait que les États-Unis affichent un surplus avec les Britanniques, ça ne peut pas servir de modèle à des négociations avec l'Europe en particulier. Un autre point important, le Royaume-Uni n'avait pas mis en œuvre de mesures de rétorsion. Oui.
Et là, je crois sincèrement que la Maison-Blanche veut accorder sa préférence aux pays qui ont eu, certains diront la faiblesse, d'autres diront la sagesse ou la patience, de ne pas imposer tout de suite des mesures de rétorsion. Ces pays-là sont récompensés. Le Royaume-Uni en est un, et je pense que la Suisse va en être un autre. Bon, un deal facile avec le UK, allié historique, stratégique, mais une situation spécifique qui rend sans doute ce deal non reproductible, en tout cas dans les termes dans lesquels il a été noué. Et puis un focus asiatique très fort, Scott Bessent le rappelait tout à l'heure, la Chine bien sûr, mais désormais il y a toujours des négociations avec le Japon qui sont en cours, la Corée du Sud. Quant à l'Union européenne, de ce que je comprends, on est toujours au niveau de relations ou de négociations techniques. Ça se joue à un niveau technique et pas encore à un niveau politique, en tout cas pas encore au plus haut niveau politique officiellement. Il y a 3 flèches dans le programme de recomposition de l'économie américaine par Donald Trump. La question tarifaire, donc la flèche est partie et on va essayer de ramener des deals à la maison. Il y a la flèche de la baisse d'impôts, des baisses d'impôts, Pierre-Yves, et puis la flèche de la dérégulation. Où est-ce qu'on en est du reste du programme, et notamment la partie fiscale budgétaire, avec toujours cette petite spécificité américaine, mais toujours un compteur qui tourne, avec un plafond de la dette qui se rapproche, etc. Alors, on commence à s'exciter sérieusement au Capitole sur la question fondamentale pour les électeurs américains et pour la conjoncture américaine, et pour le calendrier constitutionnel américain qui oblige cette Maison-Blanche à faire voter quelque chose d'important avant que le Congrès parte en vacances d'été. Il faudrait vraiment que les choses se débloquent à la Chambre des représentants avant la fin du mois de mai pour que le Sénat se saisisse d'un paquet début juin, et il faut aller vite. Alors, la Commission des voies et moyens en matière fiscale a toujours le premier mot à dire. Elle est en train de produire une énorme loi d'une complexité totale, mais c'est une seule loi sur un seul paquet législatif que Donald Trump a insisté, plutôt que d'avoir 2 lois, en passant ce qui est facile d'abord et en repoussant au calendrier grec ce qui est difficile. Il cherche à obtenir une seule loi. Alors, où en est-on en matière fiscale ? L'objectif politique des Républicains, qui ont une très très faible marge de manœuvre à la Chambre des représentants et qui ont peur de la perdre lors des élections législatives l'année prochaine, est de mettre de l'argent dans la poche tout de suite, dès le mois de janvier 2026, de l'argent dans la poche des Américains pour qu'ils voient un petit bonus dans leur pouvoir d'achat et que ça leur rappelle que les Républicains ne les oublient pas. Comment pense-t-il procéder? Alors je me reporte à mes notes parce que ça devient assez technique, mais les gens qui nous écoutent sont techniques par définition, n'est-ce pas? Alors, nous avons une augmentation des abattements pour particuliers et pour familles. Alors ça met de l'argent tout de suite dans la poche. Quand je dis tout de suite dans la poche, parce que les Américains pratiquent ce qui est, je crois, maintenant la norme en France depuis assez peu de temps, qui est la retenue à la source. Oui. Dès que l'on change la formule de retenue à la source et qu'on en retient moins, eh bien, à la fin du mois, les Américains ont ou 2 fois par mois, souvent les Américains sont payés 2 fois par mois, tous les 15 jours, ont un petit peu plus de sous. Augmentation des crédits d'impôt pour enfants et pour familles. Ça marche, ça donne aussi de l'argent dans la poche des Américains assez vite. Ajustement des tranches d'impôt pour les indexer un peu plus pour tenir compte de l'inflation. Très important. Augmentation de l'exemption de la taxe sur les héritages. Là, je vais faire rêver les gens qui sont en France en leur disant que cette exemption fédérale porte sur la somme de, tenez-vous bien, 15 millions de dollars. Réduction du taux effectif de taxation des auto-entrepreneurs. Alors ça, c'est capital et c'est souvent une chose qui est mal comprise. Énormément de petites entreprises américaines ne sont pas taxées en fonction du barème des sociétés, mais elles sont taxées au barème des revenus des personnes parce que les propriétaires de ces petites entreprises ne présentent qu'une seule déclaration d'impôt, c'est celle de leurs impôts personnels. Et lorsque le taux marginal d'imposition des particuliers est supérieur au taux marginal d'imposition des entreprises, ça peut poser un problème aux petites entreprises. Et là, les Républicains veulent procéder à un petit ajustement. En gros, on baisserait d'1%, on passerait de 29% de taux maximal d'imposition à 28% pour les gens qui sont sur le Schedule C, je crois, dit-on en termes techniques.
Les grands mystères de cette affaire, parce que tout est sur la table, sont comment va-t-on faire pour tenir les grandes promesses électorales de Donald Trump, qui a promis l'exemption de taxation sur le versement des pensions de retraite de Social Security. Comment va-t-on faire pour exempter de taxation les pourboires? Tout ça est encore un grand mystère. Et le leadership de la Chambre des représentants se gratte la tête et le compteur tourne. Oui, on faisait le point là avec un de nos invités dans la partie précédente de l'émission. On est déjà peut-être sur les 3-4 premiers mois de l'année. Je ne suis pas sûr qu'on ait l'exécution budgétaire encore pour le mois d'avril, mais on l'aura sans doute rapidement aux États-Unis. On est sur plus de 200 milliards de dollars de dérives budgétaires déjà depuis le début de l'année, sur les premiers mois de l'année. Voilà. Grégoire, quand on aime, on ne compte pas. Oui. Non, mais je sais bien. Mais à un moment, le marché peut-être se réintéressera à cette question budgétaire. Là, on est sur les tarifs. Le marché, généralement, court un lièvre à la fois. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi dans ce quart d'heure américain sur Be Smart for Change, bien sûr, à retrouver en replay sur besmart.fr.